Amis des livres, amis des mots, amis de la librairie Erengart, bonjour et bienvenue à ce troisième rendez-vous des rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, nous accueillons notre ami Philippe Lutz, qui est Bonjour Dominique. assez connu. Bonjour Philippe, tu vas bien j'espère Très bien. dans cette période. Alors, nous recevons Philippe pour la sortie d'un livre qui s'appelle Nos années vertes, qui est un roman. Alors qu'on connaît Philippe pour toute une série de livres qui, du paradis, nous a emmenés sur les chemins de Compostelle, en Grèce, sur la photo, et qui nous a beaucoup emmenés sur les chemins de réflexion, mais aussi de poésie, de philosophie. Euh, Philippe, je dirais, mais qui es-tu? Photographe, tu nous as apporté une photo, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est une photo de Grèce, je crois. Oui. Serais-tu une sorte de Jean-Jacques Rousseau alsacien? Non, non, mais c'est vrai que j'ai une position toujours un peu ambiguë. Enfin, j'ai deux casquettes, disons. J'ai une casquette pour certains de photographes et puis pour d'autres d'auteurs. Parfois, les gens qui connaissent ma photographie découvrent que j'écris des bouquins et parfois, il se passe aussi l'inverse. Donc en fait ce sont mes deux passions. Je ne sais pas si elles ont d'ailleurs forcément beaucoup de rapports l'une avec l'autre. Ce sont quand même deux modes d'expression assez différents, encore que d'un certain point de vue, il y a aussi des rapprochements qu'on peut faire. Par exemple, une photographie, c'est quelque chose qu'on cadre, donc il y a un sujet qui est cadré, il y a d'habitude un sujet dans le cadre, et il y a aussi toujours un avant-plan et puis un arrière-plan, et puis finalement un roman, en tout cas, c'est un peu ça aussi. Il y a quand même une démarche d'allier la photo au texte. Je pense notamment à ce petit livre Oui. qui est une sorte d'ovni dans le monde des livres, où on a une photo par jour avec un commentaire poétique, philosophique. Et il y a un adjectif qui me vient en pensant à toi, c'est qu'on a un côté contemplatif. Oui, peut-être. Disons que la photographie, ma photographie quotidienne, je mets tous les jours effectivement une photographie que j'ai faite dans la journée, je la mets tous les jours en ligne. Il y a un regard quotidien effectivement sur le monde. Mais je suis quand même quelqu'un de très actif, hein, plus que contemplatif. J'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup partir à la découverte, j'aime beaucoup voyager, j'ai besoin de m'occuper en permanence, hein. Et l'écriture, par exemple, c'est ça aussi. C'est quelque chose qui m'occupe quand même beaucoup. C'est pas, on n'est pas dans l'ordre de la contemplation quand on écrit. On est dans une forme d'action. Oui, mais enfin, bon, on a quand même la philosophie de la marche, on a Oui, des c'est vrai que j'ai écrit des beaucoup. aventures. Jusqu'ici, j'ai écrit beaucoup d'essais, effectivement, hein, c'est-à-dire des livres qui prennent un objet et qui essayent d'explorer cet objet, hein, de l'explorer dans l'imaginaire collectif et aussi dans mon imaginaire à moi. Par exemple, j'ai écrit un bouquin sur les îles grecques. Oui. C'était le premier bouquin que j'ai fait chez Mediapop. C'est un essai sur les îles grecques, c'est-à-dire que d'une part on y apprend des choses, mais c'est aussi un essai sur l'imaginaire des îles grecques depuis 2000 ans dans l'imaginaire collectif occidental, et bien sûr dans mon imaginaire à moi. Et puis c'est un livre où je mêle le récit et le savoir. Et dans beaucoup de mes livres, j'ai procédé effectivement comme ça. J'ai écrit un bouquin sur l'imaginaire du paradis et sur Oui, c'est celui-là. oui, le On va le paradis, montrer à la caméra. c'est un concept qui, qui traverse l'imaginaire occidental de manière très forte et qui a en permanence des avatars différents. J'ai écrit aussi un autre livre sur la France profonde qui s'appelle En chemin vers Compostelle. Oui, C'est un petit peu la même démarche, et un autre sur la vie à la campagne, oui. où j'explore l'imaginaire de la campagne dans l'histoire de l'imaginaire occidental et dans mon propre imaginaire, puisque moi-même je vis maintenant à la campagne depuis 43 ans. Je suis un citadin de Strasbourg qui a migré vers la campagne à la fin des années 70. Un peu comme le héros dont on va parler Un tout à peu l'heure. comme le héros de mon roman, exactement. Pour reparler un peu des voyages, bon, la Grèce est une part importante de ton être, de ta culture, ce qui te nourrit, mais aussi qui nourrit ta photo, puisque tu nous as apporté
Est-ce que tu peux peut-être nous dire deux, trois mots de cette image? Oui, c'est une image que j'ai faite à Morgos et que j'aime beaucoup parce que elle a elle incarne pour moi la beauté de la Grèce, cette beauté de la lumière et puis cette beauté de la simplicité de la vie en Grèce. C'est une image très simple et c'est une image que j'ai essayé de refaire en me disant, voilà, j'ai trouvé un truc et que j'ai jamais réussi à refaire nulle part ailleurs parce qu'il y a eu ce moment de magie que j'ai capté à ce moment-là. C'est de la chance aussi, hein. Beaucoup la photographie, c'est beaucoup de la chance aussi. Contrairement à la littérature, où on construit soi-même et donc où il y a beaucoup plus de travail d'une certaine façon que dans la photographie où il y a toujours une part de hasard. Mais est-ce qu'entre l'écriture et la photo, il n'y a pas une volonté de figer un moment, Oui, de sûr, fixer la tout chose? à fait, absolument. Ça c'est vraiment, c'est sans doute le plus grand point commun entre ces deux modes d'expression qui sont quand même très différents. Euh, quand j'écris ce bouquin, les années vertes, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fixe une époque, hein. Je fixe une génération, une époque qui est celle de la fin des années 70. En 68, il y a une déflagration qui se produit, et On va y ensuite en arriver. 70, cette déflagration, elle va féconder toute une décennie, et elle féconde encore notre temps aujourd'hui, elle va féconder toute une décennie dans des directions très, très différentes, et c'est ça dans ce roman que j'essaye de capter et de fixer, effectivement. Très bien, mais ça nous fait tout de suite la transition donc, vers ce livre donc, qu'on peut voir là, donc Les années vertes, qui sont un roman, contrairement aux autres ouvrages qui sont des Oui, essais. Et c'est un roman qui est à trois lectures. C'est un roman à ambiance. On est dans une certaine période, tu viens de l'évoquer, fin des années 70, post-68, on a des personnages dont on va parler. On est aussi dans une espèce de prise de conscience d'une politique, d'un changement de société, de changement de paradigme, de sujets comme le féminisme qu'on va voir apparaître oui, tout à dans ce fait. livre. La prise de conscience écologique, on va en parler, c'est évident, puisqu'on est dans un mouvement antinucléaire, avec les fameuses marguerites, non, tournesol, pardon, Non, non, marguerites qui fleurissent, anti-nucléaire, oui. fleurissent sur les voitures. Et il y a ça, et il y a cette ambiance, quoi, qui est, Et le retour à la Terre. et le retour à la Terre. Oui, Voilà. c'est ça. Alors, donc, moi, dans la lecture de ce livre, j'avais effectivement cette ambiance qui emmène le lecteur dans une période, enfin, comme des anciens comme nous avons connu, peut-être que des jeunes le redécouvriront, mais en le lisant, je me suis retrouvé avec des cheveux longs, avec des pantalons pattes d'éléphant, avec les filles en robe à En train de fleurs. fumer des pétards, peut-être? Non, j'y ai pas touché à ça à l'époque, mais enfin bon, tu pourras en parler. Et c'est quand même et puis il y a des images comme ça qui viennent, des films aussi de l'époque, des films où on voit des réunions de personnages, c'était le temps des copains, c'était le temps de Ouais, Vincent Paul et les autres. je suis très C'est- content que tu c'est- me parles de film parce que le bouquin est un peu construit comme ça, Ouais. comme un scénario de Mais film. même quelques images de Billy Tis qui me sont apparues. Il y a quelques scènes un peu comme ça avec Laura qui sont très à la fois floues et suggestives. Voilà. Donc c'est toutes ces ambiances dont je voudrais que tu nous parles un peu. Et on va aussi aborder le combat. Donc si tu veux, parle-nous peut-être d'abord des personnages. Donc on a Gilles et Anne qui sont les Oui, personnages principaux, c'est le couple principal, qui hein. vont rencontrer Alex et Vincent Et Laura. Laura, c'est ça. Alors tu peux peut-être préciser Alors les oui, choses. Gilles et Anne, c'est le couple qui est en crise, hein, qui pilote un petit peu la dynamique du roman. C'est leur crise qu'on va suivre depuis le début. On sent tout de suite qu'il y a un problème dès le premier chapitre entre les deux personnages. Et ce problème et cette relation entre les deux personnages va dynamiser un petit peu tout le récit. Alors qui sont-ils? Gilles est un prof d'histoire géo, Anne est encore étudiante, elle ne réussit pas à avoir son CAPES et elle se sent diminuée par rapport à son mari. Ils ont un enfant, hein, ils sont mariés. Elle se sent Et ils diminuée. vivent en ville, ils vivent à Ils Strasbourg. vivent en ville, c'est ça.
Ils ont dû se marier, comme on disait autrefois. Hein. Je rappelle que l'avortement n'est légal que depuis 1975, hein, c'est-à-dire quelques années juste avant mon récit. Ils ont dû se marier. Je pense qu'il y a sûrement de l'amour, mais il y a aussi de la frustration, notamment de la part de Anne, qui ne gagne pas sa vie, qui dépend de son mari. Il y a de la frustration aussi de la part de son mari, qui lui enfin a réussi à ses concours, qui a un poste et qui aimerait bien faire la vie et pas être obligé de s'occuper de cet enfant en permanence, de supporter sa femme et qui n'est pas contente de ne pas avoir réussi ses examens, de lui laisser du temps. Enfin, il y a de la frustration des deux côtés. Oui, encore qu'ils vont quand même décider de prendre une nouvelle étape. Ils vont découvrir cette vallée vosgienne, ils vont acheter une maison à l'abandon, c'est l'ancienne auberge d'ailleurs du village. Donc, alors est-ce que c'est pas vraiment dit ou est-ce que c'est du non-dit? Est-ce que c'est l'occasion de reconstruire? Alors, voilà, il y a deux choses. Hein. D'une part, ils sont dans l'air du temps, il y a une sorte de mouvement de retour à la terre, des gens qui quittent la ville, les grands exemples des gens qui vont élever des chèvres dans le Massif central, c'est l'époque du Larzac. Tout à fait, on va aussi peut-être l'évoquer. Et il y a ça qui les pousse. Mais il y a aussi l'idée que peut-être qu'en quittant le lieu où les amis, le lieu où ils vivent, la ville, les amis, leur bande de copains, les soirées enfumées, où on picole beaucoup, etc., ils vont peut-être pouvoir se reconstruire ailleurs dans un projet commun qui est le projet de retaper une maison, de vivre à la campagne, de vivre autrement que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent à la ville. Donc ça c'est le couple principal. Et ils vont rejoindre, donc ils vont s'installer, ils vont acheter une maison qu'ils découvrent par hasard. Et ils vont rencontrer Alex. Et ils vont rencontrer trois personnes. Alex, qui est un jeune qui est retourné à la terre et qui est un éleveur de moutons. Il a une ferme dans laquelle il élève des moutons. Non, des moutons. Ensuite, la demi-sœur d'Alex, qui s'appelle Laura, qui est une artiste, qui a aussi eu une relation difficile avec un homme et qui quitte la ville pour aller travailler son art à la campagne. Le troisième personnage, c'est un personnage un peu ambigu, qui s'appelle Vincent, qui est un ancien Mao, un ancien militant, qui s'est complètement reconverti, peut-être dans son grand trip Mao. Il veut quitter les réunions qui ne débouchent sur rien pour aller travailler de ses mains. Et il travaille en fait chez Alex, le moutonnier, pour construire une grange. Et donc tous ces personnages-là vont se retrouver ensemble et il va se passer un tas de trucs entre eux. Alors Vincent est un peu une sorte de routard aussi. Oui, c'est un routard. Hein, mais il sait travailler de ses mains, il est menuisier, il est charpentier. C'est un intellectuel qui a fait un CAP de menuiserie. Il applique un peu le maoïsme. Il est un peu maoïste dilettante quand même. Oui, tout à fait. Alors il rencontre Vincent, et voilà ce qu'il dit de Vincent, qui lui parlait des maisons qui tombaient en ruine, qui étaient rachetées par les citadins, etc. Mais cela changerait. Cela était déjà en train de changer. Le touriste attiré, un promoteur avait construit un bled voisin avec quelques résidences de copropriété, des jeunes surtout s'installaient, etc., etc. La preuve, Alex lui-même, qu'était-il venu foutre là? Et Vincent, pourquoi s'il était-il arrêté, au lieu de continuer vers des climats meilleurs? Mon Dieu, que la montagne est belle. Les élucubrations se poursuivaient souvent fort tard dans la nuit, avec une fougue telle que la part d'Alex, que Vincent ne demandait parfois si son ami ne voulait pas se convaincre d'abord lui-même. Mais le lendemain, la dextérité avec laquelle Alex rassemblait son troupeau, donnait des ordres à son chien ou soignait ses brebis, infirmait son sentiment de la veille. Non, Alex avait raison de se distinguer de ces hippies de bistrot. Lui, véritablement, s'en voulait avoir ça dans la peau. Oui, je pense que Alex est c'est le personnage le plus sérieux du roman. Mais le regard de Vincent est incisif, il est très Vincent est agressif. Oui, c'est un personnage un peu destructeur. Hein. D'ailleurs, il va détruire les choses autour de lui.
Et la première chose qu'il détruit, justement, dans la première scène où on le rencontre, il détruit le fonctionnement d'une machine qui fait des forages d'uranium. Alors attends, on va pas, je voulais en parler un petit peu plus tard de ça. D'accord. Mais on continue sur les personnages. Donc Gilles et Anne vont s'installer, ils vont être très amis avec Oui, ils vont Alex. quasiment vivre en communauté, Et ils même vont s'ils être vivent dans deux chez les fermes frères. Voilà. distantes l'une de l'autre, de quelques minutes à Et pied. puis on va découvrir des choses qu'aujourd'hui sont dans l'air du temps. C'est les circuits courts, c'est Oui. la culture bio, L'agriculture biologique, les premières coopératives bio. Et là, on fait un saut dans le temps par rapport à aujourd'hui. On a en permanence cet écho, cette Oui. réponse entre aujourd'hui et l'époque. Oui, mais ça c'est l'écho qu'aura le lecteur, parce qu'en fait c'était comme ça à l'époque. Hein. J'ai rien inventé de ce point de vue-là. D'ailleurs, je le dis dans la Oui, postface, on va en reparler. on en parlera peut-être. C'est véritablement la naissance de quelque chose de nouveau, et ça n'est pas notre monde d'aujourd'hui replaqué 40 ans en arrière. C'est véritablement ce qui se passe à ce moment-là. Hein. On assiste à une révolution dans différents domaines, à une révolution. Il y a d'abord un rejet de la société de consommation. Hein. Oui et non, parce qu'on va quand même... Avec toutes les ambiguïtés et la difficulté de ne pas consommer. Mais il y a quand même un désir chez tous ces gens-là de vivre plus frugalement, de vivre... Ce qui va être le vrai événement, c'est la découverte de ce projet de forage d'uranium, oui. Et qui va déclencher la création d'une association antinucléaire, etc. Oui. Mais au début, il y a cette espèce d'obsession, et c'est Alex qui parle de cette bête qui est dans la forêt. C'est une machine, et c'est Vincent qui va la découvrir. Donc il accéléra le pas pour entrer avant le retour d'Alex et préparer le dîner, quand le bruit lui parvint au hasard du vent, rythmé, régulier, sourd d'abord, puis doublé d'un cliquetis métallique. La machine. Il s'arrêta. Tout le monde dans leur vallée ne parlait que d'elle. Alex s'en inquiétait parfois au cours de ses confidences d'après-dîner, sans jamais avoir manifesté la curiosité ou le désir d'aller y jeter un coup d'œil. Ce serait faire trop d'honneur à ces sagouins. Alors les sagouins, là on ne sait pas encore, mais ça va être une société de forage. Oui, qui s'appelle la Corema, Voilà. Oui. Compagnie de recherche minière, qui fait des recherches d'uranium et qui fait des forages dans un secteur montagneux, le secteur où habitent nos héros, pour voir s'il y a des possibilités d'ouvrir des carrières d'extraction d'uranium. Alors nos héros vont donc constituer une association, oui. D'abord pour avoir des explications, ils vont découvrir que des annonces étaient faites, mais que les élus sont au courant et la population n'est pas au courant. Tout à fait. Il va y avoir une scène mémorable de réunion publique, enfin on en a tous connu des comme ça pour des sujets et d'autres, avec même une alerte à la bombe, enfin bon, quelque chose d'assez fou. Et ça va être un ciment de ces personnages et de leur entourage pour un combat antinucléaire, et qui va être le précurseur des combats écologiques. Oui. Alors à un moment donné, Anne va aussi aller dans le Larzac, au Larzac. Dans le Limousin. Dans le Limousin. Ils vont rencontrer d'autres activistes contre une mine d'uranium. Des mines qui existent déjà, oui. Et ils rencontrent d'autres activistes, effectivement. Oui. Il va avec Vincent et ça va déclencher autre chose dont on ne va pas parler. Non, on va pas parler. Pour l'instant. Oui. Voilà. Donc, mais ça, c'est très important. Alors, il y a quelque chose d'assez curieux, parce que, comme tu le disais, l'écho que nous avons aujourd'hui de ces événements est très fort, parce que nous sommes dans le même changement de période ou de société, avec des combats qui ressemblent, qui sont peut-être plus construits, plus raisonnés, plus politisés aussi. Mais il y a des phrases qui m'avaient frappé. Alors là, le curieux, c'est que des phrases très sérieuses que l'association, le comité de l'association avait écrites, et qui sont tournées en dérision, notamment par Vincent, qui a effectivement un caractère un peu particulier. Un peu nihiliste, oui. Alors il dit des phrases comme « Parce que nous avons conscience que le monde fait fausse route, et qu'il est aujourd'hui au bord de l'abîme, tant la violence lui est inhérente et les moyens de destruction grands. » Et Vincent rajoute « Pour l'autre. Parce qu'au nom du progrès, nous empoisonnons la terre, l'air et l'eau, compromettant notre santé
et que ce progrès basé sur la machine et le béton mine notre conscience et entame notre liberté. Et Vincent rajoute Poilonné. Mais ces phrases aujourd'hui, elles résonnent complètement différemment. Oui, oui, mais c'est déjà, en fait, on a en face, c'est tout le problème du combat et du militantisme à cette époque-là comme aujourd'hui. Est-ce que on aborde les choses de manière pragmatique ou est-ce qu'on les aborde de manière plus idéologique, ou plus philosophique ou plus politique? Et il y a des différences de point de vue entre les personnages et même au sein de l'association, il y a des différences de point de vue assez radicales. Et là, par exemple, Vincent, lui, se moque un petit peu du côté un petit peu prêchi-prêcha du tract qui vient d'être rédigé par l'association, qui est un tract un petit peu plein de bons sentiments. Et lui, il a une vision beaucoup plus nihiliste du combat politique. Hein. Et lui, d'ailleurs, on le découvre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on le découvre, ce personnage de Vincent, en train de saboter la machine qui fait des forages. Ouais. Alors on va peut-être s'arrêter là, oui. Philippe. On va laisser le lecteur découvrir. Oui, il ne faut pas tout raconter, oui, parce qu'il y a énormément d'épisodes. Hein, j'ai compté, en fait, je disais tout à l'heure, c'est monté comme un film. Hein. Oui. Il y a une cinquantaine d'épisodes filmiques comme ça, où il y a énormément de dialogues qui se succèdent de manière très très rapide. C'est très facile à lire de ce point de vue-là. On va laisser le lecteur avoir le plaisir de découvrir toutes ces scènes qui sont savoureuses, avec gourmandise, mais je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. C'est j'invite le lecteur à lire la postface. Oui, d'accord. Parce que la postface, c'est l'auteur qui parle et qui donne la clé de la lecture et qui dit aussi que en fait, ce texte, il l'a écrit dans ces années-là. Oui, la première version du texte a été écrite dans les années 80, tout de suite au début des années 80. Et on t'y retrouve un peu personnellement. Oui, bien sûr. Ne serait-ce que par la photo. Oui. Donc on va terminer là-dessus. Mais je voudrais quand même dire, parce qu'il nous reste pratiquement je voudrais quand même dire une chose. Quand on écrit un roman, bien sûr on parle de choses qu'on connaît, mais ça n'est pas pour autant une autobiographie. Bien sûr. Et ça n'est pas non plus un ouvrage militant à proprement parler, même si je parle de choses militantes, et même si j'ai mes propres convictions, mais sans cela, c'est pas un roman, ça fonctionne pas comme un roman. Quand Benjamin Little écrit Les Bienveillantes, il milite pas contre le nazisme, il raconte une histoire. Hein. Pareil pour Camus quand il écrit L'étranger. Tout à fait, je crois que effectivement le lecteur le comprendra bien. Et on va s'arrêter là. C'est un roman un peu vintage, un roman d'ambiance, un roman qui fait écho avec la situation d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un roman qu'on a extrêmement de plaisir à lire et à parcourir. Merci beaucoup, merci Dominique.